Mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas regarder la caméra, mais il faut bien se centrer sur son micro. C'est ça qu'il faut dire. Oui, mais je me mets en face d'eux, moi. Donc Oui, mais les gens, si vous leur dites font les deux. vidéo, ils pourraient juste regarder la vidéo et puis du tout il n'y a pas de souci. Non, non. On fait de la radio dans un premier temps et après, ils me c'est sympa regardent. la vidéo. Mais il ne faut pas que ça vienne vous perturber. Ça les perturbe pas du tout, ça fait pas de bruit. Ah, mes lunettes. Mais non, mais parce que tu as des invités qui sont stressés, donc... Oh oui, ils sont stressés. Bravo, Oui, non, mais eux, ça c'est les vieux amis maintenant, c'est pas possible. Oui, mais c'est des habitués, bien sûr. Il y en a certains, c'est pas des habitués. Si tu leur dis, il y a la radio, il y a de la vidéo, il y a des photos... Bon, ce matin, je ne pense pas qu'ils soient stressés, mes invités. Hein? Comme ça, c'est plus facile. Pour toi un peu, comme ça, c'est plus facile pour moi de te le passer. Donc, comme d'habitude, hein, j'introduis l'émission, je vous introduis, je vous dis bonjour, et je vous laisse le temps de me répondre bonjour. Parce que nous sommes polis. Voilà. Hein, bien éduqués. Oui, Poli et de bonne humeur. oui, parce que nous avons formé tout le monde au savoir-être. Bah, en fait, on a été éduqués par... Non, mais on a aussi été éduqués par nos parents, quand même. Oui, Ils y sont un peu pour quelque chose. Oh bah oui, oui. enfin, oui. Oh bah oui. On a bien éduqué. Donc, demain... Dis bonjour, dis merci. Voilà. Donc ça, c'est pour demain. Ici. Donc je lève cette page-là. Après, demain. Hop. Bon, bah, c'est chouette. Ce collectif créé fin 2017 a souhaité Je coupe cette feuille. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? particulièrement importante pour l'avenir du complexe, sa naissance, Ça, c'est un peu long. Tiens, si tu veux mettre la musique là-dessus. soutien de l'État aménageur de la ZAC sur laquelle il doit être construit. C'était vos informations proches de chez vous sur IDFM Radio Mondiale. Merci d'avoir suivi la matinale depuis 7h. Très bonne journée. Demain matin, encore avec des invités et notamment nous accueillerons un acteur qui s'appelle Xavier Lemaître et qui joue dans la série Olivia qui sera diffusée demain sur TF1. Et nous accueillerons donc un des acteurs principaux demain matin dans la matinale entre 8h et 9h. Mais juste avant, vous avez rendez-vous maintenant avec le bar de l'économie présenté par Florence Seur. Très bonne émission à Florence et à ses invités. Bonne émission. Merci. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons apprentissage à l'étranger. Nous parlons du programme pour favoriser la mobilité transnationale des jeunes du Val d'Oise dans le cadre de l'Europe Espace d'opportunités. La France, une chance, les entreprises s'engagent. Avec l'investissement de la Directe et du MEDEF Val d'Oise, le MEVO. Bienvenue au bar de l'économie. Rejoignez-nous tout de suite sur Facebook en vidéo live, page bar de l'économie, ou alors bien sûr en FM 98.0 et ou alors en web radio si vous êtes en province ou à l'étranger, sur Internet, ou si vous êtes à votre bureau, bien sûr, vous tapez idfm98.fr. J'espère que dans ces cas-là, avec votre ordinateur, vous avez un haut-parleur. Pour parler de tous ces sujets, j'accueille Joël Castro, bonjour. Bonjour.
Joël, vous êtes directeur général délégué chez Mobilitas, la holding entre autres d'AGS et aussi des déménageurs bretons, c'est un exemple. Vous êtes spécialisé dans le déménagement, dans l'archivage et dans la relocation, comme on dit. Vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, un groupe familial installé partout dans le monde et notamment sur le continent africain, les Seychelles, ce n'est que des exemples bien sûr. À vos côtés, Michel Jonker, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEVO, le MEDEF du Val d'Oise. Alors avec vous, on va parler de 300 stages, du parrainage de 200 demandeurs d'emploi et puis comment faire connaître aux jeunes l'entreprise. À nos côtés, Hakim Kamouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef projet innovation sociale, vous accompagnez les organisations et vous appartenez à la Directe en Val d'Oise, bien sûr. Et enfin, à nos côtés, Hamid Beljoka, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'AFIDA qui exploite 2 centres de formation en Île-de-France, un à Argenteuil et l'autre à La-Verrière dans le 78, pour former en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans les métiers du commerce, de la vente, de la comptabilité et de la gestion. Et puis bien sûr, nos experts sont avec nous. Patrick Brousse, bonjour. Bonjour Florence. Alors vous êtes consultant en ressources humaines, apprentissage et développement personnel chez EY, anciennement Arthur Andersen, Ernst & Young en fait. Vous allez évoquer l'aventure de Nicolas Chaban et de ses équipes autour de la marque C'est qui le patron, en lien avec le livre de Sonia Mabrouk. Et puis notre autre expert du jour, c'est Sébastien Mazin-Pompidou, bonjour. Bonjour Florence, bonjour. Sébastien, vous êtes enseignant en économie et avec vous, bien sûr, c'est l'actualité qui domine. Alors justement, première info du jour, eh bien, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, envisage une taxe européenne sur les carburants des avions et des bateaux. Nous proposons de travailler à une taxation européenne des carburants et des avions, a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé à Bercy pour présenter son projet Pacte productif. Il a estimé qu'il était incompréhensible que des objectifs d'émissions carbone aient été fixés pour nos voitures et qu'aucun objectif n'a été fixé pour les avions et les bateaux. En mai dernier déjà, la Commission européenne avait demandé une étude qui préconisait de taxer le kérosène des avions à hauteur de 33 centimes d'euros par litre. Le ministre a par ailleurs annoncé que la France allait revoir les garanties du Trésor à l'exportation pour se conformer à son engagement de cesser le financement des projets augmentant les émissions de CO2. Michel Jonker, qu'en pensez-vous ? Je dirais que la taxe, si elle est utilisée, si elle sera utilisée pour des recherches, pour remplacer les énergies fossiles et pour faire en sorte qu'on diminue justement le CO2 dans l'atmosphère, c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce soit une taxe trop élevée pour diminuer non seulement les transports, même s'ils sont utilisés avec des énergies acceptables, par exemple du kérosène fait à partir de produits biologiques, eh bien, donc il faut faire attention au niveau de la taxe. Mais si c'est fait pour payer des recherches au CNRS ou ailleurs, ou même dans les entreprises, pour les énergies, pour remplacer les énergies fossiles, oui. Merci Michel Jonker. Autre info du jour, le projet de loi de finances 2020 examiné à l'Assemblée nationale depuis lundi change le profil des bénéficiaires de l'ensemble des mesures budgétaires prises depuis le début du quinquennat, puisque la priorité sera donnée aux classes moyennes, d'après l'Institut des politiques publiques. Ce rééquilibrage a démarré avec les mesures d'urgence économique et sociale prises en réponse à la crise des gilets jaunes. Je rappelle, hausse de la prime d'activité, annulation de la hausse de la CSG pour les retraites modestes et hausse de la taxe carbone. Mais les mesures propres au budget 2020 bénéficieront aux classes moyennes plutôt élevées, comme la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu qui touche les 50% de ménages les plus aisés puisque les autres sont non imposables, et la suppression à venir pour 80% des ménages du dernier tiers de la taxe d'habitation dont les plus pauvres étaient déjà de toute façon exonérés. Michel Jonker, vous voulez commenter ? Je dirais que les classes, travailler pour favoriser les classes moyennes, ça me semble qui représente la très grande majorité des Français, ça me semble une évidence. Il faut que le bien-être apparaisse dans toute la population, et le bien-être passe aussi par les moyens financiers que chacun a. Et on sait depuis un an que dans la population française, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de fin de mois, et je dirais que favoriser les classes moyennes, c'est la moindre des choses qu'un gouvernement doit faire et que tout le monde doit accepter. Merci Michel Jonker.
Dernière info du jour pour ma part, 8 nouvelles entreprises placées sur la liste noire de l'administration Trump, sans compter Huawei. La Maison-Blanche vient de placer donc ces entreprises auxquelles elle interdit de vendre leur technologie ou de collaborer avec des sociétés américaines, à moins d'obtenir une licence spéciale. Il s'agit de SenseTime, intelligence artificielle, de McVie, DFlyTech, c'est aussi toutes les deux de l'intelligence artificielle, aussi également Yitu Technologies, et puis IK Vision, c'est de la vidéosurveillance, tout comme Dawa, je répète, aussi vidéosurveillance, de Xiamen Media Pico Information, récupération de données, et de Yixin Science Technologies, ça c'est de la micro et de la nanotechnologie. En fait, elles sont accusées d'être impliquées dans des violations des droits de l'homme. Au total, ce sont ainsi 28 entreprises qui sont ciblées par Washington. Le gouvernement américain a décidé de pénaliser les entreprises chinoises ayant recours à l'intelligence artificielle et à la vidéosurveillance. Notez qu'il existerait plus de 200 millions de caméras de surveillance pour contrôler les citoyens chinois. SenseTime et McVie sont les deux géants de l'intelligence artificielle soutenus par Alibaba, qui ne cachent pas, bien sûr, leur ambition de dominer le secteur. Les spécialistes de la vidéosurveillance Dawa et IK Vision pèsent 42 milliards de dollars en bourse. Ces deux entreprises contrôleraient d'ailleurs un tiers du marché mondial de la vidéosurveillance et elles disposent de caméras dans le monde entier. Voilà, c'était donc mes infos du jour. Michel Jonker, vous souhaitez commenter? Que si l'objet de ces entreprises est de faire de l'espionnage un peu partout et de contrôler tout le monde et arriver dans le monde à être le Big Brother dont nous avons tous peur, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire très attention à ne pas diminuer, disons, la possibilité de développer l'intelligence artificielle, qui est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps, tout dépend comment on l'utilise. Mais attention à l'espionnage, et donc je dirais que les services de sécurité des États-Unis ont dû analyser très, très grandement tout ce qui se fait, et qu'on n'est pas devant nous, comme je dis encore, en 1984, un Big Brother qui nous contrôle tous à partir de la Chine. Donc je dirais, pourquoi pas ne pas les contrôler. Merci Michel Jonker. On termine les infos du jour avec l'actualité par Sébastien Mazan-Pompidou. Bonjour Sébastien. Bonjour Florence. Et effectivement, je viens tout juste de terminer mon billet parce que, Florence, figurez-vous, j'ai un scoop. J'ai un scoop dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Non. Si, d'après une dénonciation anonyme d'une personne qui, pour le coup, avait de la viande pendant l'occupation, Xavier Dupont de Ligonnès serait parmi nous ce matin. Ah bon? Alors regardez bien autour de vous, regardez bien à ma droite. Philippe, c'est lui, regardez bien. On voit bien qu'il a fait appel à de la chirurgie plastique au niveau du visage. Regardez bien, il est beau comme un Jésus. Et puis tous ici, on connaît tous la passion de Philippe pour le terrassement. Alors franchement, démarrons sérieusement. Il y avait un article très intéressant, faut-il partir en vacances en Arabie Saoudite? En effet, le pays a lancé un vaste projet pour attirer des touristes avec des visas qui seront facilement octroyés à 49 pays, dont la France. Il y a d'ailleurs une énorme affiche sur l'Opéra de Paris, je l'ai vu ce week-end. Mais bon, ça reste quand même un pays qui, je vous rappelle, a condamné l'assassinat d'un journaliste qui ne pensait pas comme il fallait. Alors Florence, avant d'y partir, réfléchissez-y à deux fois et regardez vraiment les derniers tweets que vous avez pu faire à un compte de l'Arabie Saoudite. Petit conseil. Sinon, vous pouvez aussi tester l'Afghanistan, la Syrie ou la Corée du Nord. Vous verrez, c'est très sympa. Toujours dans le Figaro, on apprend que Xi Jinping, le président chinois, qu'on confond souvent avec l'inventeur du Rubik's Cube, espionne les smartphones du parti. C'est marrant, en lien avec l'article que vous venez de citer précédemment. Est-ce que ça vous étonne? Je veux dire, on refuse d'octroyer les contrats pour déployer la 5G en Europe à des entreprises chinoises, car on ne veut pas se faire espionner, et on fait semblant de s'offusquer de cette nouvelle. Franchement, les gars, dans le Figaro, vous auriez pu sortir un autre scoop. J'avais celui que vous aviez du Dupont de Ligonnès, peut-être que vous auriez pu sortir que Papa Panda, puisque c'est le surnom de Xi Jinping, vit désormais avec Chantal Goya. Les dessous d'une histoire coquine rocambolesque. Là, franchement, les gars du Figaro, ça aurait de l'air. Dans le monde, télécom, la bataille des box fait rage. Alors moi, je trouve ça génial. J'ai testé plusieurs opérateurs de box. En gros, à chaque déménagement, je change. Et un jour, j'ai découvert Netflix. Et je me suis dit, comment font-ils chez Netflix pour proposer autant de contenu sans box? Vous vous êtes jamais dit ça? Avec la bataille, je veux bien, mais pour gagner, il va falloir proposer du contenu intéressant, personnalisé et, s'il vous plaît, du contenu en français. Car avec toutes ces séries américaines à la CON, avec des prénoms à la Daenerys, Tyrone, CC ou encore Odor, franchement, c'est n'importe quoi. Oui, Odor, c'est le nom d'un héros dans une grande série américaine dont je ne me souviens plus le nom. Imaginez la blague, monsieur et madame ont un fils, mauvaise, voilà. Dans le monde, Thomas Piketty nous informe qu'il est pour une économie circulaire. Franchement, c'est très bien.
Mais je ne suis pas certain que Thomas Piketty, si son best-seller, Le Capital du XXIe siècle, qui date d'il y a 3 ans je crois, et qui fait 9000 pages, il est épais comme ça, si ce best-seller avait été choisi qu'une seule fois, été acheté qu'une seule fois, et qu'une fois lu, chaque lecteur le passait à un nouveau lecteur, et ainsi de suite, l'économie circulaire, il aurait kiffé ce concept. Je trouve toujours très surprenant que quelqu'un de millionnaire qui vit aux États-Unis et un petit peu en France vienne faire la leçon aux politiciens français de tous bords pour critiquer notre système de redistribution qui est sans doute le plus performant et le plus richement doté du monde. C'est un petit peu comme ces stars de tennis français qui ne vivent pas en France et ne paient pas d'impôts en France et qui vous disent qu'en France on ne paie pas assez d'impôts. Hein Philippe? Toi ta Ferrari, la dernière révision, elle t'a coûté bonbon, hein? Enfin bon, n'en parlons pas. Tes taxes foncières? Hein? Toujours dans le monde, les sanctions américaines coûteraient 1 milliard d'euros à la France. Alors, en grattant, merci au monde de laisser d'ailleurs en libre consultation le début de cet article, on s'aperçoit que c'est principalement la vente d'avions finis, Airbus, et les vins. Mais les vins sans bulles, hein, quand on gratte. Donc principalement les vins de Bordeaux. Du coup, je pense que Trump a dû passer une mauvaise semaine lors du G7 dans le sud-ouest. Pourquoi? Je pense que les bruits des essais des avions d'Airbus a dû l'empêcher de dormir et que le Saint-Estèphe qui lui était servi ne devait pas être de qualité. Du coup, bin tax. Et ça fait penser à une question, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à notre président de faire exactement la même chose sur certains produits américains? Je pense à 2 tout de suite. Le premier, le Coca-Cola, ce serait ça, si on mettait une petite taxe là-dessus. Et puis le deuxième, parce que c'est soufflé par Philippe, toujours, c'est la Ford Focus Break. Franchement, la Ford Focus Break, elle est moche. Philippe, entre nous, je comprends pourquoi tu préfères le Range Rover chez ceux toute option. Dernier article, celui-ci je l'ai pioché dans Mediapart. C'est la fête de Philippe. La Fed, la banque centrale américaine, en soutien permanent d'un marché monétaire cassé. Contrairement à ce qu'elle espérait, donc la Fed est obligée de prolonger ses injections quotidiennes au moins pendant 1 mois pour suppléer au manque de liquidité. Ces tensions révèlent le choix erroné de la gestion de la crise des subprimes 2008. Et c'est justement de la crise des subprimes 2008 que je vous parlerai dans mon deuxième billet, cette fois-ci un peu plus sérieux, en fin de chronique. Merci beaucoup pour les actualités du jour, Sébastien Mazin-Pompidou, très humoristique, ça fait du bien. On se verra tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Tu fais ta deuxième courte. On retourne tout de suite au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joël Castro, directeur général délégué chez Mobilitas, de Michel Jonker, président du MEVO, de Hakim Kamouche, chef projet et innovation sociale, de Hamid Belkodja pour l'AFIDA, de Patrick Brousse, consultant ressources humaines chez EY, et de Sébastien Mazin-Pompidou, enseignant en économie, qui poursuit sa chronique économique du jour. Mais cette fois-ci un peu plus sérieuse et sans vanne sur Philippe. La crise des subprimes, a priori, tout le monde le connaît. Mais ce qui est très surprenant, c'est de se pencher sur l'origine de cette crise des subprimes, d'autant plus que nombreux sont les économistes à dire qu'un événement similaire pourrait réapparaître. La crise des subprimes, à mon sens, trouve ses origines à partir des années 2000. Après l'éclatement de la bulle Internet et les attentats du 11 septembre, l'économie américaine est au ralenti. Pour relancer, la Banque centrale américaine décide de baisser significativement les taux d'intérêt. Le principal taux directeur de la Fed passera de 6,5 à 1% en 3 ans. Cette baisse importante va naturellement faciliter l'accès au crédit de nombreux ménages et entreprises, mais ménages qui vont en profiter pour acquérir des biens immobiliers. Ces crédits hypothécaires, en anglais mortgage, souvent accordés rapidement et à taux variable, seront à l'origine de la crise. L'ensemble de ces crédits vont être agrégés puis titrisés pour être vendus à des investisseurs institutionnels à travers le monde avec un rendement supérieur, d'où le terme subprime. L'engouement pour l'immobilier entraîne alors une surchauffe de ce marché avec une forte inflation. C'est cette inflation que cherchera de nouveau à contrôler la Fed en remontant ses taux directeurs. Les crédits hypothécaires ayant été accordés à des taux variables vont voir leur mensualité fortement augmenter. Ces hausses annoncent alors les premiers défauts de remboursement. Le marché immobilier va s'effondrer. Les propriétaires de créances, acheteurs des produits titrisés, vont enregistrer d'énormes pertes en cascade pendant plusieurs mois, jusqu'à ne plus se faire confiance et refuser de se prêter entre eux. La première banque en manque de liquidité sera la banque Lehman Brothers, qui coulera en septembre 2008. La suite, tout le monde la connaît, et on espère tous que ça ne va pas se reproduire sur d'autres sous-jacents. Merci Sébastien Mazin-Pompidou. Donc on vous retrouve le mois prochain. Avec grand plaisir, Florence. Attention.
Aujourd'hui, notre thème du jour, c'est apprentissage dans le cadre de l'Europe Espace d'opportunités, la France, une chance, les entreprises s'engagent. Et donc, tout de suite, on va passer la parole à Michel Jonker. Vous êtes le président du MEVO, le MEDEF du Val d'Oise. Donc, si j'ai bien compris, 300 stages vont être proposés à des jeunes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus, comment ça se passe, comment les parrainages pour les demandeurs d'emploi vont se passer, et puis enfin, comment vous faites passer la connaissance de l'entreprise auprès des jeunes. Alors, qui prend la parole en premier, Hakim Kamouche ou vous, Michel Jonker? Alors, ce que je voudrais... Vous disiez, Dalia, que les entreprises s'engagent. Moi, j'ajoute, les entreprises s'engagent, les chefs d'entreprise s'engagent. Parce que dans une entreprise, si le chef d'entreprise ne s'engage pas, ça ne suit pas derrière. C'est ça. Et donc, le chef d'entreprise engage son entreprise, et donc, plus il y a de chefs d'entreprise, et nous avons, nous, au mouvement des entreprises du Val d'Oise, je dirais la joie de nous apercevoir qu'il y a énormément de chefs d'entreprise qui s'engagent. Florence, oui, pas Dalia, pardon. Oui, donc, à quoi sert très rapidement un mouvement d'entreprise? Ça sert à faire en sorte que les entreprises assurent leur pérennité. Et demain, les entreprises de demain auront des collaborateurs, et les collaborateurs des entreprises de demain, ce sont les collégiens d'aujourd'hui, les lycéens d'aujourd'hui, les demandeurs d'emploi d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec la Direct, on va en parler tout à l'heure pour différents projets, et avec le conseil départemental, et avec la préfecture, avec beaucoup de pour essayer de faire en sorte que tout ça s'organise. Alors, et vous êtes très actif en Val d'Oise. Les collégiens, je suis surtout avec le conseil départemental qui a la responsabilité des collégiens. Les collégiens sont obligés de faire un stage d'une semaine de découverte de l'entreprise chaque année. Et je dirais que depuis 10 ans, chaque année, c'est pas nouveau. Nous organisons quelques 300 stages, mais ils ne sont pas des stages photocopiés, des stages d'entreprise où les chefs d'entreprise acceptent de prendre des jeunes pour leur faire découvrir l'entreprise pendant toute une semaine. Et donc ça, c'est important. Alors, comment faisons-nous? D'abord, cette année, nous en avons découvert 500 de ces stages pour les élèves dont les parents n'ont pas de réseau. Surtout, dont 30% à l'est du Val d'Oise, où il y a beaucoup de jeunes dont les parents n'ont pas de réseau. Eh bien, nous téléphonons aux entreprises, à nos adhérents, mais pas uniquement à nos adhérents, toutes les entreprises possibles, et nous leur demandons s'ils sont d'accord pour prendre un ou deux jeunes en fonction de leur emploi du temps. Mais ça se passe en général, ces stages, du mois de novembre, du mois de février, mars. Et nous proposons ça évidemment au conseil départemental, et je dois dire qui finance, parce que la recherche de stages par nos équipes, ça prend énormément de temps évidemment. Si c'était facile de trouver des stages, on le saurait. Pour l'instant, c'est par nos connaissances qu'on arrive à trouver des stages. Donc on précise que c'est pour les troisièmes. Oui, alors c'est pour les troisièmes, et c'est fait avec un trio. Il y a le conseil départemental, le MEVO et l'académie. Donc l'académie de Versailles. Oui, et quand un chef, alors c'est surtout le proviseur, le principal du collège qui demande à avoir un certain nombre de stages dans une certaine ville. Et donc, quand le principal a besoin de stage, il en parle au conseil départemental, qui choisit l'entreprise qu'on lui a donnée. Ça nous est en retour donné comme information. Nous connectons l'entreprise qui nous a dit oui, et à ce moment-là, c'est l'académie, les personnes de l'académie qui mettent en relation le collège avec l'entreprise, et donc l'élève avec l'entreprise. Et donc ça se fait en continu pendant 6 mois. Et nous avons, notre recherche de stage, elle est sur toute l'année, parce qu'il faut absolument assurer, alors pas toujours les mêmes entreprises acceptent des stagiaires. Alors, en général, les entreprises me disent, mais nous, de toute façon, les premiers stagiaires qu'on prend, c'est les enfants de nos collaborateurs, et c'est normal. Mais la plupart acceptent aussi, en plus, en fonction d'autres élèves. Et souvent, ils le font par groupe de plusieurs stagiaires pendant toute une semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rodé. Et d'ailleurs, le gouvernement a la volonté de développer les stages en entreprise. En Val d'Oise, ça se fait déjà largement, et c'est pour ça que nous travaillons avec le préfet à l'égalité des chances pour expliquer avec le conseil départemental tout ce qu'on fait pour que on n'a pas à en faire. On peut en faire toujours plus, hein, mais je crois qu'on a fait un bon travail.
Alors, non seulement avec le MEDEF et ça, mais aussi la CPME. On est en relation directe. La Confédération des petites et moyennes entreprises. Voilà, CPME. Alors, nous avons petites, moyennes, grandes entreprises, CPME, petites, moyennes entreprises. Oui, d'ailleurs, Voilà. Nous-mêmes, à la radio, nous prenons des stagiaires, donc à bon entendeur. Merci, si vous Florence. voulez vous nous inscrire, on peut en prendre au moins 2 par semaine. Par semaine. Par Il n'y a semaine. pas de problème, Un au vous bar allez de être mis sur la l'économie. liste Voilà. et vous allez recevoir beaucoup. Il y a des jeunes qui chaque s'intéressent. semaine, on vous en donnera 2. Voilà. Et merci beaucoup à la radio Anguin 98.0. Alors, Hakim Kamouche, comment intervenez-vous dans ce programme l'Europe, espace d'opportunité, la France, une chance, les entreprises s'engagent? Alors, effectivement, si vous me permettez, quelques mots sur la dynamique nationale, la France, une chance, les entreprises s'engagent. Donc, c'est une initiative qui est portée haut et fort par le président de la République, qui comporte 2 volets. Un volet pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Vous le savez, sur le département du Val-d'Oise, on a 41 quartiers politiques, classés politiques de la ville. 17% de la population vit dans ces quartiers. Et pour l'essentiel, ce sont pour la population qui nous concerne, des publics en difficulté d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est le premier volet de la dynamique nationale. Il y a aussi un volet plan 10 000 entreprises, ce qui veut dire que sur chaque département, on doit avoir au moins une centaine d'entreprises qui vont s'investir sur le sujet de l'inclusion de l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés, sur des thèmes, comme l'a cité le président Jonker, notamment le thème des stagiaires de 3e. On a actuellement comme objectif de saisir sur le site national monstagede3e.fr 800 offres de stage réparties pour moitié dans le public et l'autre moitié dans le privé. Et donc on va s'appuyer, on a convenu avec le président Jonker et Mévo pour la saisie de l'ensemble de ces stages sur le site national. Ça, c'est un des volets de l'engagement que peuvent prendre les entreprises en matière d'inclusion. Il y a aussi l'alternance, notamment l'apprentissage, qui est un enjeu prioritaire extrêmement important. Il y a le parrainage, le mécénat de compétences, le recrutement dans le cadre des emplois francs, le recrutement et l'accès à l'emploi pour les personnes qui sont statut de... Ça fait beaucoup de choses, oui. Absolument, tout à fait. On est sur une démarche volontaire, l'entreprise prend l'engagement qu'elle souhaite prendre en fonction de sa stratégie et de ses priorités. Voilà, et donc là, cette dynamique-là, c'est vraiment valoriser l'engagement sociétal, l'image employeur sur un sujet un sujet de cohésion sociale extrêmement fort pour notre... Et donc là, la directe est particulièrement très dynamique en Val d'Oise. Comment vous créez ce lien avec les entreprises? Vous êtes en rapport, bien sûr, avec le MEVO, présidé par Michel Jonker, c'est essentiel. Mais vous êtes aussi en partenariat, j'imagine, avec tous les regroupements de clubs d'entreprises. Absolument. Alors, comme vous le savez, Florence, le département du Val d'Oise est un département de réseau. Les gens ont pour habitude de travailler ensemble, notamment de constituer les réseaux d'entreprises, les partenaires sociaux, MEDEF, MEVO, la CPME, les consulaires, les collectivités, enfin tout un tissu d'acteurs socio-économiques qui représentent toutes les expertises nécessaires pour investir et avoir une approche un peu pluridisciplinaire de l'intégration et de l'inclusion dans l'emploi. C'est extrêmement important d'avoir ce travail de réseau et effectivement la directe en lien avec M. Jallet, préfet délégué à l'égalité des chances. Le nouveau préfet à l'égalité des chances, Absolument. Sébastien Jallet. Voilà, qui est extrêmement, on va dire, très actif sur le sujet. Donc on est en co-animation et en copilotage de cette démarche. Alors justement, vous avez cité, donc on a beaucoup parlé des stages pour les 3e. Vous avez cité les stages à l'étranger, notamment les entreprises s'engagent. Joël Castro, vous avez des possibilités, vous proposez, vous faites des offres pour les stagiaires. Expliquez-nous un petit peu la démarche de votre groupe, Mobilitas. Nous sommes un groupe avec une implantation de 203 entreprises dans 95 pays, donc forcément on peut prévoir et proposer des stages à nos jeunes. Bon, déjà dans le cadre du VIE, on a quand même une quarantaine de VIE qui tournent dans tous nos... Volontaires internationaux d'entreprise. Voilà. Des stagiaires qui finissent leurs études après un bac plus 5, bon, forcément ça nous intéresse, on les envoie souvent en Afrique du Sud, ils reviennent d'une part emballés par leur travail, ce qu'ils ont accompli pendant les 4 mois, mais également par le pays, parce que c'est quand même... Cape Town, c'est vraiment un endroit idyllique et privilégié. Et également, moi, on m'a demandé, Michel et Hakim m'ont demandé de participer au programme Erasmus, où là, on doit proposer des stages à des jeunes qui vont pouvoir partir en Europe. Et là, écoutez, avec mon responsable de zone, j'ai pu proposer un stage qui pourra avoir lieu soit
aux Pays-Bas, soit en Belgique ou au Portugal. Donc on verra avec Michel Jonker du MEVO quelle est la personne qui pourra partir, donc être formée à Paris, puis ensuite aller dans ces pays pour revenir. Et en revenant, on peut peut-être le trouver, s'il est vraiment à la hauteur de nos espérances, pouvoir l'engager. Voilà. Donc avec à la clé un job à contrat à durée indéterminée, c'est ça que vous voulez dire. Absolument. Alors justement, dans le cadre de cette possibilité de stage, 2 autres entreprises proposent des postes dans le cadre de ces stages à l'étranger. Je vous propose de les écouter. On va commencer par la société Madicob. Pascal Moreau, bonjour, vous représentez Madicob. Madicob est fait partie intégrante de ce projet lancé par le Val d'Oise et le MEVO Erasmus+. Qu'allez-vous faire dans le cadre de ce projet ? Eh bien, nous allons proposer un poste de technico-commercial à l'export pour nous aider à distribuer nos produits en Afrique du Nord, notamment, et de trouver des distributeurs afin de relancer l'économie française avec nos fabrications. Alors quand vous dites l'Afrique du Nord, vous pensez à quel pays en particulier? Quelle langue? Qu'est-ce que vous demandez comme critère aux jeunes de moins de 30 ans, donc, qui voudraient vous rejoindre? Alors le pays, ce serait le Maroc, avec surtout, je dirais, toutes les grandes villes du Maroc, Tanger, Casablanca, Marrakech, Agadir. Et puis la particularité, c'est que ça parle français, donc c'est très simple de pouvoir y accéder. Donc si on peut parler le marocain, c'est quand même un petit plus, j'imagine. Ah oui, effectivement, oui, si vous pouvez, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Quelles compétences techniques ou de formation de base demandez-vous? Alors, en compétences techniques, on souhaiterait avoir des gens qui connaissent un petit peu la sécurité incendie, qui soient sensibilisés au risque incendie, de façon à pouvoir prescrire les produits, expliquer que les produits, quand on installe, c'est fait pour sauver des vies, s'il y a un départ de feu ou s'il y a un incendie. Voilà, aussi simple que ça. Aussi simple, donc vous ne demandez pas une formation longue du moment que la personne est de bonne volonté déjà? Voilà, si la personne est de bonne volonté, nous on se chargera de la mettre à niveau sur nos produits, sur les installations, et puis on lui fera un petit cours, des petits cours en fait, de sécurité incendie, de réglementation de sécurité incendie, sachant qu'au Maroc, la réglementation applicable et les normes sont quasiment copiées-collées de celles de la France. Donc c'est plus facile. Et les autres pays d'Afrique du Nord ont-ils les mêmes normes? Non, pas du tout. L'Algérie, la Tunisie, non, pas du tout. Ils ont leur propre réglementation. Alors quelquefois, on a des copiées-collées, mais c'est quand même assez différent. Donc au niveau technique, il faut pour vous aussi, en tant qu'industriel, s'adapter? Oui, bien sûr, on est obligé de s'adapter à tous les pays, à toutes les technologies, à toutes les demandes et tous les textes réglementaires et normatifs. Autre entreprise qui propose un stage, c'est la société Ivel, toujours en Val d'Oise. Que fait Ivel? Ivel est une société qui fabrique et qui conçoit des solutions de verrouillage très spécifiques pour les camions. Et donc, vous êtes installé en Val d'Oise, bien sûr, et vous faites partie intégrante de ce programme Erasmus+. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ce que ça signifie, c'est donner la chance à un jeune de partir à l'étranger. Moi-même, lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle, je suis resté quelques années à l'étranger, et si j'ai la possibilité de parrainer quelqu'un, c'est avec plaisir. Alors, quand vous dites parrainer quelqu'un, c'est parce que votre chiffre d'affaires est essentiellement fait à l'export. Est-ce que vous pouvez nous donner le pourcentage France Export et dans quel pays exportez-vous? Alors, on réalise 85% de notre chiffre d'affaires à l'export, principalement en Europe, mais également en Asie et en Amérique du Sud. On a aujourd'hui une activité qui est une activité de fabrication, mais on appartient à un groupe qui détient un certain nombre de filiales en Europe et à travers le monde. Et l'idée, c'est de regarder quels sont les besoins communs que moi je pourrais avoir à Besançon et les besoins que pourrait avoir l'entreprise qui sera à même de recevoir la personne sélectionnée. Du coup, vous recherchez une ou plusieurs personnes? Voilà, on démarre le programme, donc je pense qu'on va commencer par une personne. J'ai besoin de marketer le projet auprès de la direction et le siège opérationnel qui se situe en Hollande, mais tel que je les connais, je pense qu'on va réussir à satisfaire quelqu'un.
Quelles compétences demandez-vous à ce jeune, aux personnes qui souhaiteraient vous rejoindre? C'est un vrai sujet de réflexion parce que j'ai eu une discussion juste avant pour savoir quels étaient les profils disponibles. Parce qu'en définitive, on couvre toutes les fonctions. Ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement des compétences, mais c'est surtout une attitude et quelqu'un qui est motivé. Après, on a des fonctions commerciales, des fonctions techniques, des fonctions de production. On a toute la panoplie des différentes fonctions qui sont représentées dans l'entreprise. Donc quelqu'un de motivé, de sympathique, en fait, c'est la base, c'est ce que vous demandez. Au niveau des langues, qu'est-ce que vous demandez comme savoir? Je pense qu'il y a un incontournable qui est l'anglais. En l'occurrence, je pense que la personne aurait pour destination probable la Hollande. Donc, qui dit Hollande dit minimum anglais. Donc l'anglais, c'est la base. Hein. Et ensuite, les pays prioritaires pour vous au niveau export, quels sont-ils? Alors, on exporte principalement en Suède, en Allemagne, en Belgique, en Suède, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, un petit peu en Chine, un petit peu en Inde. Mais là, la personne serait accueillie dans une des filiales du groupe. Donc voilà, c'est dit, la base c'est l'anglais. Après, ça dépendra des pays vers lesquels la personne va aller. Donc finalement, peu de compétences, mais un savoir-être. D'abord une attitude. On passe tellement de temps dans une entreprise qu'il faut avoir du sourire. On donne du sourire, on reçoit du sourire. Voilà, c'était donc 2 entreprises du Val d'Oise qui font des offres de stages de formation à l'étranger, les sociétés Ivel et Badicop. Contactez-les si vous êtes intéressés. Hakim Kamouche, on peut peut-être compléter? Oui, absolument, merci. Donc là, on a eu le témoignage de très belles entreprises inclusives avec un ancrage territorial fort et qui veulent s'engager pour l'inclusion. Voilà, la troisième étant avec nous aujourd'hui, c'est Joël Castro pour le groupe Mobilitas. Absolument, donc on a une dizaine d'autres, mais je laisserai le soin à Michel Jonker de les citer. Juste pour reposer un petit peu le cadre de l'Europe Espace d'Opportunité, donc c'est un programme dont on est extrêmement fier, c'est un programme qui est mûri depuis plus de 2 ans maintenant, et ce qui fait son innovation et sa singularité, on le verra, c'est l'engagement sociétal des entreprises pour la co-construction et la sécurisation des parcours de mobilité. Mais combien s'est-on fixé d'objectifs, combien de stagiaires attend-on finalement? Alors là, on est sur une expérimentation. Expérimentation, pourquoi? Parce que cette approche de co-construction des parcours de mobilité, c'est un peu une approche nouvelle. Nouvelle dans le sens où on implique en amont les entreprises qui ont donc leur site dans le Val d'Oise et des filiales dans les pays européens, comme on l'a vu. Donc les jeunes sont mis en immersion dans l'entreprise valdoisienne et ils sont préparés. On a vu que les entreprises partenaires avaient un certain nombre d'exigences. Et donc ces exigences-là, ces jeunes vont être préparés en France, notamment dans le cadre par le mouvement des entreprises du Val d'Oise, par la CFA-FILA, par la délégation à la formation continue, le DAFCO, qui a sur le territoire du Val d'Oise un certain nombre de plateaux techniques dans le cadre de ces GRETA, qui vont former à la carte et qui vont ajuster les compétences à la carte en fonction des besoins des entreprises. Et puis la mission emploi de la ville d'Argenteuil, qui est aussi partenaire. Donc on a un réseau partenarial extrêmement fort. Donc on vise, dans le cadre de cette expérimentation, 30 parcours de mobilité. On a aussi entendu le témoignage des entreprises qui parlaient beaucoup de savoir-être et de comportemental plutôt que d'aspect technique. On va aussi travailler à investir la question des soft skills, vous savez, des compétences douces, et la manière dont on va pouvoir valoriser ces compétences qui sont issues de la mobilité transnationale. Parce qu'on dit beaucoup que la mobilité apporte du plus, mais comment on peut objectiver ce plus et comment on peut le faire valoir auprès des entreprises. Donc ça, c'est un sujet aussi qu'on va investir dans le cadre de cette expérimentation. Et enfin, on va mettre en place un portail départemental de la mobilité transnationale, parce qu'on s'est rendu compte aussi, lors de la consultation citoyenne que nous avions organisée au mois d'octobre 2018, que les jeunes, notamment des jeunes des quartiers politiques de la ville que j'ai cités tout à l'heure, sont en déficit d'information et c'est exclu de ce type de dispositif, alors que, parce que quand on pense Erasmus, on pense systématiquement étudiants, jeunes de grandes écoles, alors que Erasmus est ouvert à tout jeune, de tout niveau et de tout horizon professionnel. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir et c'est ça dont les jeunes ne disposent pas comme information. Absolument. Alors Michel Jonker, concrètement, comment ça va se passer? Parce que est-ce qu'on contacte les entreprises comme je l'ai dit ou est-ce qu'il faut vous contacter vous, Omevo? C'est nous qui contactons. Non mais les jeunes, comment doivent-ils... Les deux, ils peuvent vous contacter? Alors, comment ça se passe de façon précise? D'abord, il faut contacter les entreprises qui ont des filiales à l'étranger ou des sociétés sœurs. Ou si elles n'ont ni filiale ni société sœur, peuvent avoir un client important qui accepte aussi, ou un fournisseur qui accepte de prendre des stagiaires aussi. Donc, on a déjà alors, on a un premier groupe de 15 entreprises, et puis ça sera les 15 autres l'année prochaine. Donc, comment on contacte dans les entreprises, le téléphone aux entreprises, c'est les chefs d'entreprise qui acceptent. Et ensuite, c'est leur personnel qui nous dit quel type de jeunes auront besoin. À partir de là, comment nous trouvons les jeunes?
nous trouvons les jeunes à travers plusieurs sources. Il y a ce qu'on appelle Mosaïque RH, qui est une organisation qui s'occupe beaucoup des jeunes. Il y a les missions locales, qui s'occupent beaucoup des jeunes. Il y a l'APEC, parce que ce sont des jeunes de 19 à 30 ans, de CAP ou jusqu'à Bac plus 5. Hein, parce que beaucoup de ces entreprises-là aussi ont besoin des Bac plus 5. Mais aussi des Bac plus 2, Bac plus 3. Donc on les voit, d'ailleurs même personnellement je vois tous les candidats, bien que le service emploi d'Argenteuil, il faut le dire, il coordonne un peu les tests qu'on fait sur ces jeunes-là, et ensuite on leur fait une formation, on a à peu près une quinzaine de jeunes, une formation sur la connaissance de l'entreprise, ça savoir par groupe de 5 ou 6. Donc on va faire en amont une formation, qu'est-ce que l'entreprise, comment l'entreprise fonctionne, elle fonctionne toujours de la même façon et que le produit qui change, et quels sont les codes de l'entreprise pour qu'ils soient bien initiés sur les différents codes de l'entreprise, les comportements individuels, comportements sociaux, comportements professionnels, comportements relationnels. Une fois que, ensuite, en fonction de l'entreprise qui offre tel ou tel job, si le jeune qui est accepté a besoin d'une formation supplémentaire, comme a dit M. Camouche, le Greta va former, parce que pas tout le monde parle anglais. On parle tous un peu anglais, mais ceux qui... Il faut un anglais conversationnel, je dirais. Mais pour les améliorer en anglais, le Greta va leur passer 1 ou 2 semaines. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi pour les achats. Par exemple, M. Yvel a besoin de quelqu'un sur les achats, on va les former aux achats. Quelqu'un a besoin d'un représentant qui sache la qualité, on forme à la qualité. Ensuite, donc l'entreprise accepte le jeune pendant 1 mois en France. C'est entièrement gratuit pour l'entreprise. Donc, 1 mois le jeune en France, dans le poste décidé. Ensuite, au bout d'1 mois, préparation pour l'envoi à l'étranger. Le jeune est envoyé à l'étranger. Donc, la formation du savoir-être, la formation du Greta se fera au mois de novembre. Novembre-décembre, ça sera le stage en France. Et début janvier, on enverra ces jeunes à l'étranger par les entreprises, et qui reste entre 3 et 6 mois à l'étranger. Et quand le stage est considéré comme étant acceptable pour ce jeune, le jeune revient en France, et soit il est embauché par l'entreprise, soit s'il n'est pas embauché par l'entreprise, nous, Mouvement Entreprise du Val d'Oise, nous donnons la responsabilité de lui trouver un job, parce qu'il se sera amélioré. Voilà, donc alors c'est entièrement gratuit pour l'entreprise, parce qu'Erasmus, puisqu'on parle d'Erasmus, et M. Belkodja pourra vous expliquer, qui est un expert d'Erasmus, c'est lui qui nous a permis d'avoir ce contrat. Erasmus nous donne l'argent pour payer le voyage de l'étranger et payer les frais d'hébergement des jeunes à raison de 8 ou 900 € par mois. Et donc tout ça se fait de façon le mieux possible. On a actuellement une 12-13 entreprises. Alors, ça va. Donc l'objectif c'est d'en trouver 30, ça, on a bien compris. Oui, et pour l'instant vous avez déjà 13 entreprises qui participent. On a déjà assez d'entreprises pour le premier, parce qu'il y a 1 ou 2 entreprises, et en prendront 2 ou 3, on a besoin de 15 jeunes. On a à peu près 12-13 entreprises pour les 15 jeunes. Maintenant, après, il va falloir trouver les autres entreprises, c'est pas vraiment un problème. Et donc, voilà, alors il y a des entreprises, comme vous avez vu, on l'a écouté avec Madicob ou Yvel, qui sont toutes des entreprises internationales, sauf Madicob, c'est une entreprise française qui se développe. Madicob vous a parlé du Maroc, c'est pas l'Europe. Eh bien, le Maroc et la Turquie sont considérés par Erasmus comme acceptables pour être. Donc ça marche. Ça marche avec le programme. Il faut de toute façon que les jeunes parlent anglais et qui parlent anglais, mais encore une fois, c'est pas obligé qu'ils soient very fluent in English. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de parler l'anglais courant, mais quelques mots, c'est bien. Voilà. Et donc, voilà, on va rassurer les jeunes qui voilà à peu près comment ça va se passer de façon précise la chose. On va passer la parole à Hamid Belkodja parce que vous êtes à l'AFIDA. Et l'AFIDA, c'est un organisme de formation. Donc, expliquez-nous comment ça va se passer. Déjà, que fait l'AFIDA? On va peut-être le présenter brièvement, si vous voulez bien. Et puis, comment ça s'intègre, le programme Erasmus, à l'AFIDA? Absolument. Donc l'AFIDA, c'est un centre de formation. L'AFIDA, centre de formation des apprentis école commerciale, donc qui est situé sur 2 sites, 2 villes, sur Argenteuil dans le 95 et à la Verrière 78. Donc on forme, comme vous l'avez rappelé au début, des jeunes du CAP à la licence. Et puis on a à l'intérieur de l'AFIDA développé depuis de nombreuses années la mobilité européenne et internationale des apprentis. Pour nous, il est très important et on essaie de mettre au cœur de la pédagogie la mobilité internationale de nos apprentis en les envoyant régulièrement chaque année. Donc ça a été New York, c'est Manchester. On est parti avec au mois de mai dernier avec les 3e années de licence commerce international
à Shanghai. L'idée, c'était un petit peu de travailler sur le management interculturel. Donc ça, on a l'habitude, comme disait M. Jonker, donc, qui est président aussi de la FIDA et du MEVO. Donc c'est un petit peu, je reprends son expression, c'est un petit peu l'ADN de la FIDA, d'amener les jeunes à l'étranger pour une meilleure connaissance de l'ordre du monde et être préparés au marché futur global, j'ai envie de dire. Mais, donc, le souhait de la FIDA, ça a été aussi un petit peu d'élargir son expérience et de travailler sur un partenariat multi-acteurs dans le Val d'Oise pour permettre au plus grand nombre de jeunes, finalement, de bénéficier de ce programme. Alors, quelques chiffres sur Erasmus, parce que c'est important. Et c'est vrai que Erasmus, on considère comme un programme, comme l'a dit M. Camouche, destiné uniquement aux étudiants. Donc, c'est vrai, c'est le 30e anniversaire, ça a été le 30e anniversaire en 2017. Mais il est vrai que ce programme est ouvert à tous de 18 ans à 30 ans. Et c'est vrai qu'il est sous-utilisé par les Français. Alors, dans la partie enseignement supérieur, ça marche très bien. Dans la partie adulte, formation professionnelle et les jeunes qui finalement qui sont raccrochés à aucune institution, moins en réalité. C'est 5 000 apprentis par exemple en 2018. 45 000 étudiants en 2018, vous voyez la proportion. Et notre volonté justement, ça a été par un partenariat multi-acteurs, donc AFIDA, MEVO, Direct, Mission Emploi, Argenteuil, le conseil départemental, le CAFOC, c'est de nous réunir et dire, bon, ben, il y a des jeunes qui ne sont pas rattachés à aucune institution, quels sont les faits, comment on peut les amener sur un programme Erasmus. Et alors je suis content, je suis très heureux aussi de vous dire qu'hier, donc on a eu les premières sélections, on va dire, d'accord, hein, on a eu pas mal de candidats intéressés, avec une véritable volonté de partir à l'étranger, d'être mobile. Alors ces jeunes, d'où ils viennent? Ils viennent de... Alors ils sont tous inscrits à Pôle emploi finalement. En fait, ils ont le bac ou est-ce qu'ils sont partis avant ou ils ont le niveau bac? Qu'est-ce qu'ils ont? Certains ont le niveau bac, certains ont le bac, certains ont bac plus 2. Et alors ce qui m'a un peu impressionné hier finalement, c'est qu'on s'est retrouvé avec quelques jeunes, pas mal, motivés, vous voulez dire. Motivés en tout cas, mais qui avaient ce statut-là de, en recherche d'emploi, inscrits au RSA, avec des bac plus 5. Ah oui. Oui, et qui... bac plus 5 au RSA. Bac plus 5 sur la communication, c'est informatique, etc. Donc, quel est le problème? Point d'interrogation. Mais l'idée de ce projet, finalement, c'est peut-être leur permettre de partir ailleurs pour mieux revenir et de mieux préciser leur projet professionnel, voilà, peut-être, en fait, leur donner plus de chance. On revient au sujet, donc comment rebondir quand on n'a pas de réseau, finalement. Absolument. Et c'est pour ça que ce projet vit et existe, c'est donner la possibilité à des jeunes qui n'ont pas de réseau de s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais alors du coup, Hamid Belkodja, à la FIDA, alors une fois que vous allez avoir fait votre sélection, vous allez les former avant qu'ils rentrent en entreprise? Voilà, c'est le programme que donnait M. Jonker. Donc ces jeunes-là vont être sélectionnés par la motivation surtout. Hein. L'aspect langue est très important et on a été ravis hier parce que j'ai fait des tests de langue hier et on s'aperçoit que finalement ils ont de bonnes connaissances, donc ils ont un anglais assez opérationnel finalement. Et donc la suite prochaine, ça va être de la formation sur le savoir-être, en langue, précision, qu'est-ce qu'on fait en entreprise. Il y a aussi le côté gestion administrative qui est important parce qu'on ne part pas en mobilité sans préparation. Donc, comment connaître l'autre, l'entreprise, du management interculturel, tous ces éléments sont importants. Mais alors là, donc, qui finance pour ça? Il faut donc rassurer peut-être ou expliquer en tout cas voilà, alors, comment ça se passe. Donc on a, depuis de nombreuses années, hein, le CFA de la FIDA a une certaine expertise, j'ai envie de dire, et on répond chaque année aux appels à projets Erasmus. Et le financement vient essentiellement, en ce qui concerne la mobilité elle-même, du programme Erasmus. Donc l'Europe, l'Union européenne. Donc, et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que les fonds européens étaient sous-exploités, etc. Sur le programme Erasmus, on manque d'argent parce qu'il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de jeunes qui veulent partir, notamment dans l'enseignement supérieur. Mais c'est plutôt vrai sur le FEDER ou le FSE, c'est une autre partie. Donc, je viens de lire ce matin un rapport du Sénat qui disait que les fonds européens étaient sous-utilisés. Oui, ça, on le sait. Michel Jonker, vous voulez compléter peut-être? Oui, je veux compléter parce que les stagiaires
ne sont pas nécessairement des élèves de la FIDA. Non, pas du tout. Non, hein. oui. C'est, non, ça on l'a bien compris. D'utiliser c'est bien de le répéter. Pour nous faire avoir je dirais l'acceptation d'Erasmus, hein, de par sa connaissance, mais les stagiaires ne sont pas apprentis, pas nécessairement, ça peut être, mais actuellement, et donc c'est tout type de personnes qui viennent aussi d'ailleurs pour l'emploi, hein, pourquoi pas. Donc c'est 19 à 30 ans quand même. Et donc, voilà, la fourchette est large, jusqu'à 30 ans, il ne faut pas hésiter. Oui, ce que je voulais dire, je n'ai pas cité, c'est quand même intéressant de citer pour donner un peu faire saliver d'autres entreprises pour venir. Quelles sont les entreprises? Il y a d'abord notre ami Joël Castro, Agis Mobilitas, elle vous dit pas, mais en fait son entreprise, ils sont des déménageurs, sauf qu'ils déménagent 170 000 familles par an. C'est pas rien. Hein? Ben non, absolument. Non, mais elle dit pas ces choses-là, c'est quand même essentiel, non? Donc, alors, et comme ils sont dans le monde entier, ils ont pourquoi elle parle des Afrique du Sud? Parce qu'ils sont à Beauchamp, le siège, mais leur marketing est en Afrique du Sud. Oui, donc, et chaque fois qu'un étudiant a besoin d'un stage à l'étranger de 6 mois, 1 an, Joël Castro est tout à fait la personne qui envoie en Afrique du Sud. Oui. Les gens sont super heureux pendant 1 an. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de découvrir une autre civilisation, une autre culture. En plus, là, c'est dans des pays où le temps est quand même agréable, donc il y a plein d'avantages. Alors, il y a Yvel, on en a parlé de Beson, il y a Madicom de Saint-Ouen-le-Monde, on en a parlé aussi, il y a Atos. Alors, Atos, qui est la grande entreprise de services informatiques, eux veulent des bac+1, on va leur donner des bac+1. Il y a Serba Healthcare, qui s'occupe de la Saint-Ouen-le-Monde de tests sanguins. Il y a HPS International, qui, à Ennery, s'occupe de produits d'usinage. Il y a WFS, World Flight Services. D'ailleurs, Hakim Camus en a fait, il a raison, le parrain du programme, hein, World Flight Services. Alors, eux sont dans tous les services aéroportuaires. Ils ont des milliers de personnes à Roissy. Donc, il y a, oui, Crystal Group, qui sont commissionnaires en transport. Ils ont 400 personnes, ils sont dans le monde entier. Cefival. Cefival. Il y a Cefival. Tous ces entrepreneurs-là, d'ailleurs, sont toujours prêts à aider et à participer aux entreprises qui s'engagent. Cefival, une entreprise italienne, dont le patron en France, à Persan, est responsable de l'usine italienne, de l'usine allemande. Donc il peut envoyer des jeunes en Allemagne ou en Italie. Vous voyez, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Voilà. Il y a peut-être le groupe Barrière qui aurait quelque chose au Maroc. Alors là, c'est tous les pays de... Alors il faut dire que, comme Yvel qui veut envoyer des jeunes plus au nord de l'Europe, au nord de l'Europe, on n'est pas obligé d'apprendre le suédois, les nord de l'Europe, ils parlent anglais comme les anglais. Et donc, c'est pour ça que la langue anglaise est essentielle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord les renseigner l'entreprise et son savoir-être et les langues, s'ils ne sont pas entièrement bons en anglais, par le Greta. Je pense que c'est notre devoir d'entrepreneur d'aider les jeunes à accéder à des postes intéressants ou à mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je le fais toujours. Quand Michel m'appelle, je réponds toujours présente. Parce que je trouve, bon, je suis une maman, j'ai eu des enfants qui avaient besoin de stage. Et je sais ce que c'est que de courir après les chefs d'entreprise pour trouver un stage. Absolument. Et c'est vraiment, bon, ça fait partie de notre ADN d'aider les autres. Voilà. Est-ce que dans une entreprise, dans un groupe comme la vôtre qui avait plusieurs entreprises, on peut prendre des stagiaires dans tous les services finalement? Absolument. Quand on prend des stagiaires, c'est pas que le marketing en Afrique du Sud, hein. Il y a également la gestion, les dossiers d'avaries, etc. Je dirais qu'il y a beaucoup de départements où on peut prendre des stagiaires. Oui, il y a peut-être des départements qui sont moins connus. Bon, on connaît tous le département, comme vous avez dit, gestion, marketing, comptabilité, production. Quels sont les départements moins connus d'une entreprise qui peuvent accueillir des stagiaires? Commercial, ça peut être le commercial aussi, le commercial sédentaire. Le jeune que je vais former, je vais le former au commercial sédentaire dans les bureaux, ce qui permettra d'avoir... il faudra des compétences un peu spéciales, mais bon... Je dirais tous les processus support de l'entreprise.
les ressources humaines, les achats, la comptabilité, l'informatique, l'entretien. Donc tout ça, ce sont les processus support au-delà de la pure technique du produit. Je pense que c'est important pour un jeune d'entendre tous les domaines. Il y a 2 mois, j'ai pris une juriste pendant 4 mois en stage qui était absolument... C'était à Beauchamp, puisque le siège est à Beauchamp. Qui était absolument ravi de son stage. Et là, dans le cadre, par exemple, d'Erasmus, quelle est la durée du stage? C'est 1 mois en entreprise à Paris, en région parisienne. Ensuite, normalement, c'est entre 3 et 6 mois, d'après ce que j'ai compris, ce que m'a dit Michel, à l'étranger. Et à partir de cela, on aura un feedback du manager local qui nous dira ce qu'il en est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On les suivra. Et en rentrant, on verra dans quel poste on pourra l'intégrer. Évidemment, si l'entreprise peut embaucher la personne, nous sommes infiniment heureux. Bien sûr. Le but à terme, c'est ça. Ça n'est pas une obligation pour les laisser libres de décider après. Voilà. L'idée, c'est, vous n'avez pas d'obligation, c'est gratuit pour vous. Si vous voulez donner une prime à quelqu'un qui travaille bien, c'est votre affaire. Mais normalement, c'est gratuit pour vous. Vous n'avez pas d'obligation. Et donc, venez. Et donc, les entreprises acceptent. Puis après, on voit la personne. C'est à la personne de se découvrir, de se montrer. Et puis, si ça l'intéresse, bien sûr, il faut que la personne soit intéressée par le secteur d'activité, par sa mission, etc. Oui. Mais donc, surtout par sa volonté de découvrir le monde et d'accepter beaucoup de différences. Voilà, donc vous avez tous compris, j'espère. En tout cas, on a bien expliqué ce programme Erasmus+. Les entreprises du Val d'Oise s'engagent. Donc, à minima, 15 postes de 15 stages sont proposés cette année. 30, l'objectif c'est 30. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes un jeune ou si vous êtes une entreprise, eh bien, je vous propose de contacter tout simplement le MEVO, qui est donc le MEDEF 95 en Val d'Oise, à Argenteuil. C'est eux qui gèrent un petit peu toute cette opération. On va proposer à Patrick Brousse d'intervenir. Patrick, vous êtes consultant RH, à la fois en apprentissage et en développement personnel. Alors là, vous êtes subjugué, j'imagine. Oui, j'écoute avec beaucoup d'attention depuis 25 minutes là, toutes les interventions à la fois du monde de l'entreprise et des organismes professionnels ainsi que la directe. Et je trouve que ça illustre bien que tout ce monde a bien compris que les jeunes ont besoin d'être apprivoisés pour entrer dans l'entreprise. Et que ces démarches qui visent à assurer une transition, parce que passer du monde scolaire ou du monde universitaire à l'entreprise, c'est une transition. Et donc, comme toute transition dans la vie, ça demande à être accompagné. Et donc, j'ai entendu des bonnes initiatives, comme on va les former, on va les former également au savoir-être, on va les former aux langues, et on va aussi aider ceux qui n'ont pas de réseau à pouvoir entrer dans l'aspect vertueux. Il y en a plusieurs. D'abord, ça permet certainement aux entreprises de taille intermédiaire à se faire connaître, parce que les jeunes connaissent les grands groupes, à la limite ils n'osent pas tellement y aller, et les ETI on ne les connaît pas, et donc par cet intermédiaire on fait découvrir les ETI. Ensuite, le deuxième aspect vertueux, c'est que ça oblige, comme le disait Michel Jonker, les jeunes à s'engager eux-mêmes, à montrer ce qu'ils sont capables de faire et à se faire embaucher. Mais ça demande aussi aux entreprises, et c'est le troisième effet, c'est que les entreprises doivent se mettre en situation d'accueillir ces jeunes. C'est-à-dire demander à leurs collaborateurs d'accueillir ces stagiaires, mettez-vous en situation de leur apprendre des choses, faites-leur écarquiller les yeux pour qu'après, ils aient envie de rester avec notre entreprise. Et donc, il y a un effet qui est très intéressant, c'est qu'on peut à la fois mesurer la performance du stagiaire, mais aussi on peut mesurer la performance de l'entreprise à transformer un stage en une vraie embauche. Et les entreprises les plus performantes, en général, elles ont un taux de transformation qui est extrêmement bon. Et donc, ça oblige l'entreprise elle-même à travailler elle-même sur sa capacité d'accueil. Ça oblige à mettre les employés dans une position de mentor ou d'apprenant. Toutes des choses qui, bien entendu, améliorent le savoir-être, la bienveillance et l'accueil de l'entreprise. Merci Patrick Brousse. Alors, on peut faire peut-être un parallèle avec l'aventure de Nicolas Chaban et de ses équipes, bien sûr, autour de la marque C'est qui le patron ? Oui, alors la similitude, c'est l'engagement, comme le mentionnait Michel Jonker. Nicolas Chaban, c'est l'histoire de l'engagement d'entreprise de Nicolas Chaban, sur lequel je reviendrai, non pas pour aider des jeunes à trouver un emploi, mais pour aider des producteurs qui étaient en difficulté au moment de la crise du lait.
et qui ont décidé, à la fois c'était un distributeur, Carrefour, Nicolas Chaban qui a une grande expérience de ce secteur agricole, et ensuite un industriel laitier, qui ont décidé d'aider les producteurs de lait à vendre leur lait plus cher sur le marché. Et ils ont fait ça, et c'est une vraie rencontre. C'est-à-dire qu'à la fois, le groupe Carrefour, Michel Chaban et ses producteurs ont décidé de se mettre ensemble pour un projet qui donnait du sens. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à augmenter le prix du lait pour que les agriculteurs en vivent. Et donc, ils ont mobilisé à la fois les médias, le relais, ça a été beaucoup les médias, les consommateurs, puisque c'est les consommateurs qui ont fixé le cahier des charges, et ils réussissent à vendre ces fameuses bouteilles de lait bleu que tout le monde connaît maintenant. Il y en a eu 100 millions qui sont vendus depuis 2 ans, à un prix beaucoup plus élevé que le prix moyen. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est à la fois l'engagement, parce que ce Carrefour, cet industriel, je dirais, du lait, se sont mis ensemble en disant il faut qu'on fasse quelque chose pour ces gens. C'est-à-dire que ce n'était pas une question de fric, c'était une question il faut qu'on les aide. Et ensuite, les consommateurs sont venus eux-mêmes à l'aide. C'est-à-dire que ça montre bien que si on traite le consommateur en personne intelligente et qu'on donne du sens à son achat, ben il est prêt à mettre plus d'euros qu'avant. Et c'est une success story, puisque ça marche très bien. Maintenant, cette marque, C'est qui le patron, a 19 produits, et ça devient une vraie success story d'initiative individuelle, raccroché à des consommateurs à qui on dit mais vous êtes des gens intelligents, dites-nous ce dont vous avez besoin. Et pour faire le parallèle avec ce dont je parlais il y a quelques semaines aussi au micro, c'est exactement dans la même initiative qu'a pris Emmanuel Faber dans une autre dimension dans le groupe Danone, où il demande aux consommateurs dites-nous ce que vous voulez qu'on vous donne comme produit, à la fois pour mieux vous nourrir et également pour aider à moins consommer la planète. Donc voilà, c'est une initiative d'engagement. Et puis aussi, est-ce que les agriculteurs puissent vivre de leur production, parce que là aussi, c'est la boucle. Et puis ça crée un lien sociétal, c'est-à-dire que ça remet les agriculteurs en un lien avec le consommateur, alors qu'avant, à la limite, c'était j'achetais du lait, mais là je sais pourquoi j'achète ce lait, et en faisant ça, je contribue à aider les campagnes. Donc ce sont des démarches extrêmement intéressantes, et c'est intéressant d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui puissent dire ouais mais ça marche pas, etc. Non, ça marche, et il y en a beaucoup comme ça qui marchent, c'en est une parmi d'autres. Merci Patrick Bouc pour cette présentation. Quel lien peut-on faire avec le dernier livre de Sonia Mabrouk ? Alors, le lien avec le livre de Sonia Mabrouk, c'est que ce que dit Nicolas Chaban dans son livre, c'est qu'il dit on est parti d'une idée de bon sens. C'est que, et d'abord, la petite histoire, c'est que Nicolas Chaban a été appelé par le ministère de l'Agriculture au moment de la crise du lait. Comme il était connu dans ce milieu agricole, il dit vous n'avez pas une idée, etc. Bon, sur le coup, il n'avait pas eu d'idée, et ensuite il a rencontré le directeur des achats de lait Carrefour, il a rencontré le directeur de la responsabilité sociale d'entreprise de Carrefour, il en a parlé, ils se sont dit mais on peut faire quelque chose avec le groupe Carrefour, etc. Et donc, comme il dit, c'était une idée de bon sens. Il dit on a mis le bon sens plus l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis autour de la table avec les producteurs, ils disent il faut qu'on trouve quelque chose. Ils se sont écoutés avec confiance et bienveillance, sans se dire c'est pas une question de fric, c'est qu'il faut sauver ces... Et donc comme ceci, ça a marché. Et Sonia Mabrouk, pour faire court, elle est exactement dans cette démarche en disant il faut revenir au bon sens, et le bon sens aide à prendre des décisions sensées. Pour prendre là encore des exemples, je dirais très, très simples et casuels, c'est que des vacanciers arrivent dans les campagnes et font des plaintes en disant il faut arrêter les cloches, il faut arrêter aux coqs de chanter, les vaches qui sont dans les prairies avec leurs clochettes, ça nous dérange. Où va-t-on, si vous voulez? Donc il faut revenir à du bon sens, et Sonia Mabrouk vient sur des sujets beaucoup plus importants, etc. Mais elle remet en quelque sorte cette notion de bon sens, et aussi de dire les gens, si vous les considérez comme je veux dire, intelligents, entre guillemets, posez-leur les questions, ils peuvent vous donner des réponses, et arrêtons par moments ces questions, je dirais, purement bureaucratiques, technocratiques, et revenons au bon sens. Merci Patrick Brousse. Allez, je vous propose tout de suite notre première même pause musicale, et on revient avec tous nos invités dans quelques secondes. Après, je vous repasse la parole. Après, je vous repasse la parole. Parce que je n'ai pas expliqué, comme tu l'as dit au début, le parrainage. Non, mais on va y Non, mais je veux dire, il ne faut pas oublier, parce que ça, les entreprises s'engagent le parrainage, et ce que nous faisons pour les élèves du 3e en détail.
Non, non, ce qui m'intéresserait de parler, c'est aussi la connaissance, comment vous faites connaître l'entreprise dans les collèges. Les collèges. Hein, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Quelle est l'entreprise et l'entreprise étant ce qu'elle est, on explique quel est le comportement qu'on doit avoir en entreprise, basé sur l'entreprise. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre une minute, parce que là... Merci Sébastien. Il faut bien que tu serves à quelque chose, Sébastien. On va exploser. Non, non, c'est bon. Non, laisse ça. Sur l'autre, à côté. Merci. C'était ma fête le jour. Ah ouais, mais c'est... Ah, il faut bien, hein. T'as fait une marche arrière, tu as pété mon scout. Ah. Excuse-moi, un constat. Chaud, hein. En fait, le jour, j'ai écouté une chronique de... Je crois que c'est Nicolas Cantou. Ah. Merci. Il a une vanne sur une des présentatrices avec laquelle il était, et il n'arrêtait pas de rebondir sur la vanne avec cette présentatrice. Vous avez dû croiser notre président. C'est drôle. Bah oui, c'est sympa, mais c'est marrant. On s'est déjà vu quelque fois. On s'est pas vu, tu l'avais vu? Non. Ça ne pose pas de problème. Oui, c'est votre président. Oui, je crois. Jean-Pierre Le Tart, il est parti. Il vient de quitter il y a quelques mois, mais il a un rôle au MEDEF, je ne sais plus dans quelle commission. Oui, il s'appelle comment? Jean-Pierre Le Tart. Voilà, on connaît très bien. Et il avait un rôle au MEDEF, il s'occupait du temps de période de France 2020. Oui, c'est ça, France 2020, je me souviens. C'était responsable. Surtout si vous voulez intervenir, vous me faites un petit signe, comme vous faites. Vous aussi, il ne faut pas hésiter. Bon, on va y retourner. On a le temps, il est 10h05, on a tout notre temps. Oui, ok. On arrête à 24. Attends juste le refrain. Non, tu peux laisser ouvert tant qu'il n'y a pas de bruit d'avion. Si tu veux intervenir, tu me fais signe. Toi aussi, Patrick. Attention. Nous voici de retour au bar de l'économie après cette petite pause avec Claudio Capéo et son titre Ta main. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joël Castro, directeur général délégué chez Mobilitas, la holding entre autres d'AGS, de Déménageurs Bretons. Je suis en compagnie de Michel Jonker, président du MEVO, le MEDEF du Val d'Oise, de Hakim Kamouche, chef de projet innovation sociale à la Directe en Val d'Oise, et de Hamid Belkodja pour l'AFIDA, mais aussi avec nos experts du jour, Patrick Brousse, consultant chez EY, et Sébastien Mazin-Pompidou, enseignant en économie. On parle aujourd'hui d'apprentissage, de l'Europe espace d'opportunité, mais aussi de la France. La France, une chance, avec les stages qui commencent bien sûr dès la 3e. On en a beaucoup parlé en début d'émission. On va y revenir. C'est ce que vous disiez, Patrick Brousse, le bon sens finalement, en nous donnant l'exemple de C'est qui le patron. En fait, dans les médias, ce que vous vouliez dire, c'est que souvent on met en exergue des initiatives ou des idées un peu particulières, alors que le bon sens commun, on le voit bien que dans le Val d'Oise, c'est déjà le cas. C'est un lien entre tous les réseaux et entre les entreprises. Alors, justement, Michel Jonker, revenons sur le parrainage, notamment pour les demandeurs d'emploi et aussi pour les stagiaires de 3e. Comment faites-vous connaître l'entreprise aux jeunes? Quel est ce parrainage? Nous sommes toujours d'ailleurs sur le thème des entrepreneurs, et donc les entrepreneurs s'engagent, parce que tout ce que nous faisons, nous avons l'appui des entrepreneurs qui sont contents d'ouvrir leur entreprise pour la visiter. Alors, comme je disais que évidemment les collaborateurs de demain des entreprises sont les collégiens d'aujourd'hui, donc ils ont besoin de savoir dès la 3e comment l'entreprise fonctionne et quel est le comportement de l'avoir en entreprise. Donc nous travaillons avec le conseil départemental et nous visitons 100 classes de collégiens chaque année. 100 classes. Par des réunions de 3 heures, nous leur expliquons qu'est-ce que l'entreprise. L'entreprise dont l'objet c'est d'avoir des clients. Dont le client comment, le client est servi, au milieu il y a l'entreprise, le commerce, l'usine, la gestion des commandes, la technique, et puis tout ça c'est supporté par ce qu'on appelle les processus support. Donc vous leur expliquez les différents services d'une entreprise? Voilà, et on leur explique que les différents services d'une entreprise sont tels qu'ils sont tous liés les uns aux autres, et s'il y a une faiblesse dans un,
Et puis surtout, de mesurer, pour savoir si le client est content, de mesurer la satisfaction des parties prenantes. Est-ce que quand le client, il doit être satisfait, mais pas que. Le personnel, s'il n'est pas satisfait, ils font grève, ou alors cool, j'en fais pas plus. Le fournisseur, s'il n'est pas satisfait, il ne donne pas le bon produit au bon moment. L'actionnaire, s'il n'est pas satisfait, il retire son argent. Et puis surtout, qui doit être satisfait? L'environnement de l'entreprise. Parce que si l'entreprise n'est pas aimée par son environnement, ben, sa réputation chute. Ben, les clients viennent plus chez lui, et s'il a besoin, par sa croissance, d'embaucher le personnel ne vient pas chez lui. On explique tout ça. Et puis on dit comme tout est lié les uns aux autres, et que l'objet de l'entreprise est de satisfaire le client, ben, il faut que le personnel qui compose l'entreprise permette à l'entreprise, par son comportement, avoir un bon comportement vis-à-vis du client. Et donc vous avez tous les thèmes de comportement social, comportement individuel, comportement professionnel et comportement relationnel que nous développons. Alors, nous avons ce sont des présentations de 3 heures, dont 2 heures à faire la connaissance de l'entreprise et le savoir-être, et 1 heure à préparer une visite d'entreprise, parce que toutes ces 100 classes vont visiter des entreprises. Alors on explique comment on visite une entreprise. C'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi quand on visite une entreprise. On écoute d'abord le chef d'entreprise qui vous dit, et puis alors il y a toute une liste de questions. Si l'entrepreneur a déjà répondu, on coche. Et puis si l'entrepreneur n'a pas répondu à 2 ou 3 questions, mais toi tu poseras telle question, toi tu poseras telle question, de façon que la visite d'entreprise se passe le plus correctement possible. Nous faisons c'est un stage théorique et pratique en même temps. Il faut que ce soit pratique. Alors ce que nous faisons d'ailleurs, pour être très moderne maintenant, il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller visiter des entreprises, donc nous sommes en train d'organiser des visites d'entreprise par réalité virtuelle, avec un casque de réalité virtuelle. Donc on va visiter une entreprise en prenant des photos sphériques, avec le chef d'entreprise qui présente son entreprise, et donc les jeunes peuvent regarder, puis ça les intéresse, et du coup ils vont visiter l'entreprise en réel. Et ça c'est aussi très intéressant, la réalité virtuelle de visite d'entreprise, ou réalité virtuelle d'amélioration pour apprendre à des décrocheurs comment mieux apprendre. Ça c'est une chose que nous faisons. Nous faisons des présentations aussi à une dizaine de classes, 15 classes de collège, des métiers de l'automobile. Les métiers de l'automobile, ça va du marketing jusqu'au recyclage, tous les métiers de l'automobile. On fait aussi ça pour les métiers de la vente, on fait aussi ça pour les métiers de comment sensibiliser les filles à faire des études de sciences scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de filles, il y a 20-30% qui font des études scientifiques, pas beaucoup. Et donc on a aussi cette responsabilité-là. Aussi restauration. On a une vingtaine de classes où nous expliquons qu'est-ce que le métier de l'hôtellerie et restauration. Voilà. Ça, c'est ce que nous faisons aussi pour les collégiens, puisqu'il faut aussi, ces collégiens, il faut qu'ils soient intéressés, parce que 2 ans plus tard, ils sont sur Parcoursup et ils doivent après décider. Nous faisons ce qu'on appelle le speed meeting, mon premier entretien professionnel, et toujours avec des entreprises, dans une salle de collège. Il y a une grande salle, il y a 30 petites tables, un chef d'entreprise derrière chaque table, ou cadre l'entreprise. Vous avez une classe de collégiens qui arrive, chaque collégien se met devant une table, et pendant 8 minutes, il y a présente-toi. Et au bout de 8 minutes, ça siffle, il passe à une autre table, 3 interviews pendant la matinée, la classe de collégiens s'en va, une autre classe de collégiens arrive, donc il y a 3 classes de collégiens la matinée, et nous faisons ça 5 fois par an, 4-5 fois par an. On a fait 90 collèges. Voilà, ça c'est bien, parce que d'abord ça intéresse fortement les chefs d'entreprise ou les cadres d'entreprise, qui sont tous prêts à venir, parce qu'ils sont en contact avec eux. Alors nous faisons aussi, évidemment, nous devons de rendre, en faisant ça d'ailleurs, nous cherchons à rendre les jeunes employables. L'employabilité, c'est pas uniquement le diplôme, c'est le diplôme obligatoirement, mais c'est en parallèle, et en plus, le savoir-faire et savoir-être. Comme on a les hard skills et soft skills. Et donc la connaissance de l'entreprise et son savoir-être, c'est essentiel, parce que comme on dit aux jeunes, attention, quand vous allez chercher un job après votre diplôme, eh bien, si un entrepreneur a besoin du diplôme que vous avez, il a devant lui 5 personnes avec le même diplôme, il va en choisir un et pas un autre. Et pourquoi? Mais parce qu'il aura pensé que c'est pas, en plus du diplôme, ce jeune-là a quelque chose de plus et qui sera plus en contact et en phase avec la culture de l'entreprise. Ce que nous faisons aussi alors pour les demandeurs d'emploi, c'est, vous l'avez dit, le parrainage. Alors c'est la directe là, avec qui on travaille. Donc la directe nous dit, vous ne pouvez pas parrainer les entreprises, parrainer des chefs d'entreprise. Parrainer, pardon, des demandeurs d'emploi par les chefs d'entreprise. Donc j'ai demandé à 120 chefs d'entreprise de toute taille de parrainer. Le parrainage, c'est quoi? Le parrainage, c'est voir le demandeur d'emploi 3 fois 1 heure minimum en 6 semaines.
l'entreprise n'est pas obligée de lui offrir un job. Il est surtout là, l'entrepreneur, pour lui voir son CV, le booster, lui donner des stages, lui donner des contacts et tout faire pour qu'il soit plus heureux et plus facile, qu'il soit plus facile pour lui d'aller chercher un job. Donc on a parrainé, mais ça va pas du directeur général France d'Atos qui dirige 15 000 personnes, au TPE une personne, tout le monde parraine. Et donc, je dirais même le directeur académique qui parraine aussi, le directeur de la police du Val parraine, tout le monde parraine, les gens sont heureux et en reveulent. Donc on a parrainé quelque chose que jusqu'à présent, comme 400 demandeurs d'emploi. Oui, c'est énorme. C'est énorme, par 150 chefs d'entreprise. Et donc ça, c'est absolument vrai. Alors évidemment, on n'envoie pas brut de décoffrage le demandeur d'emploi vers l'entreprise. On lui explique ça aussi, qu'est-ce que l'entreprise et quel est le comportement de l'entreprise, parce qu'il y a la plupart des gens travaillent 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une entreprise sans savoir comment l'entreprise fonctionne. On ne leur a pas dit. En fait. Et on avait même fait ça pour des seniors en recherche d'emploi. Il y a même un senior qui m'a dit, mais si on savait qu'on avait su que l'entreprise fonctionnait comme ça, peut-être qu'on n'aurait pas perdu notre job. Il faut apprendre. Les gens sont plus heureux. Quand on sait, on a du bien-être. Quand on ne sait pas, on critique. Voilà. Et donc, on fait en sorte d'expliquer comment ça se pose. Hakim Kamouche, vous voulez compléter aussi, j'imagine? Oui, absolument. Le parrainage? Oui, sur le parrainage, enfin, plus généralement sur le sujet des collégiens. Je voulais partager un moment qu'on a eu hier matin au collège de Chantrelle à Sarcelles. J'ai mal Castro rigole. Et en fait, on a avec le conseil départemental, avec M. Jallet, préfet délégué à l'égalité des chances, l'association 100 000 entrepreneurs, que vous connaissez probablement. Et donc, on a mobilisé, sur une demi-journée, l'ensemble des collégiens de 3e du collège de Chantrelle, 12 entrepreneurs. Et ça a été l'occasion d'échanger entre des groupes, je laisserai Joël réagir, mais des groupes de 10 collégiens avec un entrepreneur, et puis un échange comme ça informel sur voilà mon parcours de vie, voilà mes réussites, voilà mes échecs, et toi t'en penses quoi? Et un moment extraordinaire d'échange. Joël réagira par rapport à ça, ça me veut bien. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la campagne des stages de 3e, qui est notre priorité actuelle, hein, puisque les stages de 3e vont démarrer là début novembre. Je le rappelais tout à l'heure, on a 408, je crois, stages de 3e à trouver pour les jeunes des quartiers politiques de la ville, que j'ai cité là tout à l'heure. Et donc j'invite toutes les entreprises qui le souhaitent. Donc vous avez, Florence, et je vous en remercie, proposé un stage de 3e, enfin un stage une semaine jusqu'à la fin de la campagne. Hein. Donc je rappelle que la campagne démarre là. 2 personnes jusqu'à la fin de la semaine. 2 personnes. Oui, un pour moi, donc on parle de l'économie. 2 personnes par semaine. Voilà. Par semaine, on peut prendre. Par semaine, donc c'est super. J'en ai déjà un qui m'a contacté, donc ça y est, on a signé. Bon, c'est génial, c'est génial. Et donc jusqu'à la fin de la campagne de statif, je crois que ça finit fin février, il me semble, juste avant les vacances début 2020. Et donc j'invite toutes les entreprises qui souhaitent s'engager dans la démarche à saisir leurs offres de stage sur le site national, parce qu'il y a un site national qui existe, monstagede3e.fr. Voilà, c'est très important, monstagede3e.fr. Si on est une entreprise, on s'inscrit ses offres de stage. Oui. Juste un mot sur l'expérience d'hier avec Joël Castro, oui, on veut bien. Voilà, donc dès qu'on me dit est-ce que tu veux venir, je dis jamais non. Donc Michel et Hakim m'ont demandé de me rendre au collège de donc à Sarcelles. C'était une expérience très drôle, très enrichissante, mais en même temps un peu déstabilisante. J'avais affaire donc à 4 fois 10 collégiens. Bon, le premier groupe, c'était une catastrophe parce qu'ils ne savaient rien, ils n'avaient pas de... Je leur disais, qu'est-ce que vous pensez d'ouvrir une société? Est-ce que vous avez l'âme d'un entrepreneur, etc. Donc, bon, ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Donc là, ils avaient quel âge, ce groupe-là? C'était des collégiens de la 3e. Voilà. Et puis les autres, c'était du PEPS, et c'était 14 ans. Des bulles de champagne, c'était drôle parce qu'il y en a même un qui m'a dit, vous madame, vous gagnez combien par mois? Bon, donc je lui ai dit, dis donc, c'était très drôle et ils avaient de l'ambition, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, donc ça dépend des élèves. Alors c'est vrai que j'étais un peu déstabilisée, je regardais Hakim avec des yeux de revolver au début, puis à la fin je dis non, t'as raison, c'était bien. En fait, il faut se remettre dans le contexte de notre propre jeunesse qu'on a oublié, c'est ça finalement, quand on a affaire à des jeunes de 14-15 ans. Je pense que ça leur a apporté quelque chose, déjà qu'on se déplace, ça leur a fait plaisir. Alors justement, est-ce que dans une entreprise comme la vôtre, une ETI comme Mobilitas, est-ce que on parle de hard skill et de soft skill, est-ce que le management a changé en quelques années? Est-ce que l'approche pour nous, salariale... pour notre part,
c'est vrai qu'on va demander ça dépend je dirais, de ce qu'on attend du futur employé, mais ça peut être des bac plus 5 ou des bac plus 2, mais en même temps, on aime bien faire une formation maison. On a je dirais, toute une nomenclature qui permet de former toutes sortes de personnes, et on préfère même avoir un terrain complètement neutre et apprendre à ces jeunes le management, enfin tout ce qu'il faut pour réussir dans notre groupe, tous les outils nécessaires pour réussir dans le groupe. Est-ce que finalement, comme l'a dit Michel Jonker, les salariés ou les futurs salariés ne connaissent pas le fonctionnement de l'entreprise, et en fait, où est-ce que vous pensez que finalement c'est... à qui on s'adresse. Bon, c'est vrai qu'ils connaissent, mais chaque entreprise a une âme spéciale, quoi. Ça dépend. Une manière de fonctionner spécifique, et c'est ça qu'il faut apprendre finalement. Voilà, c'est vraiment le paraître, c'est très important. Et puis nous, on privilégie le bien-être en entreprise. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais ça passe par quoi concrètement? Par quel type d'action? Qu'est-ce que vous faites? Quand quelqu'un rentre, on le présente à tout le monde, on écrit au groupe en disant voilà, monsieur un tel est rentré, etc. Donc ça commence comme ça, des petits signes et puis ensuite, on va les former pour qu'ils aient les armes et l'outil adéquat pour se sentir bien dans l'entreprise et avancer. Et on promeut aussi l'entrepreneuriat, que ce soit féminin ou masculin, c'est la même chose pour nous. Patrick Brousse, qu'en pensez-vous? Et je réagis d'abord à ce que disait Joël, et c'est vrai qu'elle a raison en disant que chaque entreprise est différente. Chaque entreprise a sa propre culture, et les entreprises les plus authentiques ont une vraie culture qui se construit année après année, et elles ont des valeurs. Et quand elles accueillent les collaborateurs, la première chose, c'est effectivement de leur dire voilà qui on est, d'où on vient, voilà ceux qui ont travaillé avant toi pour bâtir cette entreprise, bienvenue avec nous, et on va t'apprendre les règles du jeu. La métaphore que je dirais, c'est un peu comme si vous voulez jouer au foot avec quelqu'un, il faut connaître les règles du jeu. Donc vous arrivez dans l'entreprise, il faut connaître les règles du jeu. Alors il y a des règles techniques, on en apprend certaines à l'école, mais les règles non techniques, l'esprit sportif, l'esprit d'équipe, tout ça, c'est les soft skills que les entreprises transmettent au fur et à mesure aux collaborateurs. Et ensuite j'aurais une question, parce que j'entends qu'on va voir les jeunes dans les écoles pour leur parler des entreprises. Est-ce qu'on fait la même chose pour les métiers de l'artisanat? Parce que ce que je vois beaucoup dans le monde de l'entreprise récemment, depuis quelques années, c'est des cadres qui quittent l'entreprise pour aller se tourner vers des métiers d'artisanat. Ils deviennent ébénistes, ils deviennent tailleurs de pierre, ils créent une boulangerie, etc. Est-ce que dans ces métiers de l'artisanat, il y a aussi la même démarche d'aller voir les jeunes et leur expliquer voilà ce que c'est qu'un boucher, voilà ce que c'est qu'un boulanger, voilà ce que c'est un plombier, je ne sais pas. Peut-être que ma question tombe à côté, mais ça m'interpelle que ce sujet-là par comparaison. Michel, on va passer la parole à Michel Jonker, président du MEVO. Bon, ce n'est pas la chambre de commerce d'artisanat, mais que pouvez-vous répondre? Merci. D'abord, une entreprise fonctionne, que ce soit pour une personne, c'est la même chose, sauf que la personne a tout en elle-même, l'artisan, jusqu'à l'entreprise qui a le plus grand nombre de personnes au monde, l'entreprise française, qui a le plus grand nombre de personnes au monde, c'est Sodexo qui a 470 000 personnes. Alors ils ont la possibilité de déléguer, mais l'artisan, il doit penser à tout, lui-même. Je voudrais dire une chose. Hier après-midi, j'étais chez le BTS du commerce international, c'est-à-dire c'était au lycée Camille Claudel de Montréal. Et donc il y avait 30 jeunes que je devais interroger, qui devaient parler. Alors je leur ai posé à chacun, aux 30, quelle est pour vous une valeur et quelle est la valeur la plus importante pour vous Et ils m'ont répondu des choses absolument... Ils ont 17 à 19 ans. Voilà ce que les 30 m'ont dit. La valeur la plus importante pour l'un a dit fraternité, l'autre a dit générosité, l'autre a dit, incroyable, bonté du cœur, respect, aimer la vie, un après l'autre, loyauté, être soi-même, bienveillance, gentillesse, fierté, honneur, empathie, aimer l'argent, détermination, victoire, ambition, partage. Ce sont des jeunes de 17 à 19 ans, nous ne les avions pas du tout préparés à dire quoi que ce soit. C'est quoi pour vous une valeur? Ben moi, je suis content.
ce qui s'est passé. C'est merveilleux. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Mais finalement, tout ça, c'est l'évolution des entreprises qu'on disait paternalistes avant, non? Vous ne trouvez pas? Qui répond? Hakim Kamouche. Oui, l'évolution. De par mon expérience, je constate qu'effectivement, le management dans les organisations est vachement évolué. Je veux dire, on est beaucoup avec du management bienveillant parce que la première richesse d'une entreprise, c'est quoi? C'est son capital humain. Une entreprise qui ne se préoccupe pas de ses salariés, de ses collaborateurs, et comme disait Joël, la qualité de vie au travail, hein, c'est aussi ça, c'est le sujet de qualité de vie au travail. Donc c'est un enjeu essentiel et le capital humain des entreprises. Et je crois que beaucoup d'entreprises l'ont intégré dans leur process de management. Oui, Michel Jonker. Pour répondre à cette question, la différence de paternalisme et les entreprises actuelles, le management des entreprises actuelles, le paternalisme, c'est je te donne du bien-être. Et actuellement, ils disent, je te dis comment avoir ton bien-être. Donc, ils imposaient le bien-être, c'était pas bon pour tout le monde, parce que les gens sont différents, et dans un même environnement, il y a quelqu'un qui est heureux, et même l'autre n'est pas heureux. Et donc, les entreprises aujourd'hui, c'est comment tu peux être heureux dans l'entreprise. Ne t'impose pas le bien-être. Hamid Belkodja. Oui, pour compléter un petit peu ça, je me situe un petit peu de l'autre côté, du côté du jeune que l'enfant, parce que aussi je suis enseignant. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, on rentrait dans une entreprise pour la vie, j'ai envie de dire. Et arriver ce qui pouvait arriver. Maintenant, les jeunes, finalement, vont choisir leur entreprise en fonction du bonheur, comme disait M. Jonker. Et ça, c'est important. Il faut que chaque jeune puisse se retrouver en entreprise. Et si le jeune n'est pas satisfait du bonheur qu'il a en entreprise, il n'hésitera pas à quitter l'entreprise pour aller ailleurs. Merci beaucoup. Sébastien Mazin-Pompidou, 1 minute pour conclure. Une toute petite minute pour conclure. Il y a quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est que je pense que pour démystifier le monde de l'entreprise auprès des jeunes cibles qui sont les collégiens et les lycéens, il y a quelque chose de très important. Excusez-moi. C'est que je pense qu'il faut demander à vos ambassadeurs, vos collaborateurs, vos employés de leur en parler à la maison, de parler à leurs enfants de ce qu'est le monde de l'entreprise, de comment ils le vivent, de qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je donne des cours, et très régulièrement, à partir du moment où l'intimité se crée avec des étudiants, ce sont des questions basiques qu'ils vont me poser, mais des questions vraiment standards sur à quelle heure on travaille, comment ça se passe pour les augmentations. La question du salaire est très régulièrement posée, mais aussi qui est mon chef, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie, comment ça se passe. Mes parents, souvent, ils ne parlent pas vraiment du travail, ou alors ils en parlent en râlant parce que c'est toujours Monsieur B, son patron, qui est tout le temps en train d'énerver. Et je pense que ça pourrait être une très bonne chose aussi de demander à vos collaborateurs, patrons d'entreprise, de servir d'ambassadeur et de relais auprès de ces jeunes. Et bien voilà, donc si vous ne savez pas quel sujet de famille aborder au moment des repas, parlez de votre travail, de votre entreprise, de ce que vous faites. Merci à tous en tout cas pour cette belle émission sur l'Europe, espace d'opportunité, les entreprises s'engagent, la France, une chance. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous retrouve dès demain matin. Très belle journée à vous.